Salut les Duders et merci d'être fidèles au rendez-vous. Pour ce deuxième numéro de ma rubrique J'ai lu pour vous, aujourd'hui je vous présente Wolverine Revenge, qui doit sortir en France courant mars 2025. Cette vidéo sera plus longue que d'habitude car j'ai beaucoup à dire et il y aura du spoil, voire beaucoup de spoil. Rassurez-vous toutefois, pour ceux qui souhaitent garder intacte leur expérience de lecture, un timecode est accessible soit par le biais du curseur sur la ligne temporaire, soit dans les descriptions, puisque je vais décliner cette revue en chapitres. Intro et sommaire, où vous vous trouvez actuellement, les auteurs, le choix éditorial, le résumé, le jeu des 7 différences et mon avis et conclusion. Le résumé sera séparé en deux. Dans la deuxième partie commencera les révélations que certains pourraient qualifier d'indésirables, mais je me sens obligé pour vous de décrire les points qui m'ont vraiment déplu dans cette œuvre. Le chapitre sur les 7 différences contiendra également des spoils. Le reste de la vidéo sera en accord avec la première partie du résumé. Cette parution en cours actuellement aux USA en est à son 3e chapitre de disponible. Au vu de la date prévue pour la sortie française, je suppose que le 4e volume à paraître en VO devrait être le dernier. De plus, à la lecture des 3 premiers, il semble que l'histoire soit déjà terminée. Sans doute un épilogue avec un twist inattendu qui serait franchement le bienvenu au vu de la pauvreté scénaristique de ce récit. On en reparle. Aux commandes de ce qui a quand même les allures d'un futur blockbuster des comics Marvel à paraître en 2025, Jonathan Hickman, qu'on ne présente plus, il a beaucoup écrit ici et là sur plusieurs séries Marvel, mais c'est surtout pour son run sur les X-Men House of X Power of 10, vraiment excellent, son East of West et Black Monday Murders qu'il s'est fait connaître. Nous sommes dès lors en droit d'attendre quelque chose d'exceptionnel. Il nous propose un récit de Wolverine ultra violent, digne de notre bête sauvage à poil ras, et lui fait affronter entre autres son pire ennemi aux côtés du dernier à avoir partagé ses aventures sur grand écran, Dents de Sabre et Deadpool. Je pense que Jonathan Hickman a bien compris quelle était la ligne directrice qu'on lui a demandé de faire de Wolverine, bête animal carnivore, badass killer hunter on the loose. Là-dessus, pas de problème. Il a su faire et on sent qu'il s'est fait plaisir. Le problème, c'est justement qu'il ne s'est pas fait chier. On en reparle. Pour illustrer ce qui est clairement prévu dans la ligne éditoriale, un futur blockbuster, il fallait un artiste à la hauteur, Greg Capullo, que l'on ne présente plus. Si, quand même. Vite fait alors. Il a travaillé sur X-Force, Spawn, Factor X, Deadpool et Batman bien sûr. Sur le run avec Scott Snyder, dont est sorti le superbe La Cour des Hiboux. Il fait sur Wolverine Revenge un travail remarquable. C'est un sans faute. Il sait parfaitement imbriquer chacune de ces cases dynamiquement, sans jamais faillir au choix des cadrages, facilitant l'emplacement du texte sans jamais nous perdre dans le sens de la lecture. C'est beau, c'est propre. Enfin non, justement, c'est très gore. Encore faut-il choisir la bonne version. On en reparle. Les couleurs de Francesco Placencia font le job. Il joue bien avec les mélanges des couleurs des différents personnages en fonction de la lumière et colorimétrie de chaque environnement. C'est très propre. Mais alors, que peut-on bien faire de plus éditorialement pour faire en sorte d'attirer encore plus de monde sur ce titre? Les variant covers, bien sûr, c'est déjà entré dans la norme. Les éditeurs ont déjà gagné ce marché. Et après, il faut attirer un jeune lectorat. Mais avec du gore, c'est compliqué. Je ne sais pas qui a eu cette idée de génie de publier 2 versions d'un même récit. Wolverine Revenge est publié simultanément dans sa version standard tout public. Attention tout de même, ça reste du Wolverine qui en plus se venge. C'est dans le titre. Donc déjà la version standard ne veut pas dire que ça peut passer pour un menu végétarien. Ça reste l'histoire d'un homme, bête sauvage, qui se venge extrêmement violemment. Cependant, cette même histoire est également publiée sous le label Red Band, avec un grand bandeau rouge sur toute la largeur centrale de la couverture pour indiquer que cette version n'est pas tout public. Ce qui la différencie est non seulement des couleurs laissant bien plus clairement apparaître le sang et la sauvagerie des scènes, mais en plus, certains dessins sont trafiqués et laissent apparaître des fractures et autres blessures bien plus gore que dans la version tout public. Certaines séquences sont carrément différentes. Il existe des planches entières disponibles uniquement dans la version Red Band. J'ai été obligé de réécrire l'intégralité de mon script à cause de cela. J'étais sur la fin du montage vidéo lorsqu'en allant pêcher les dernières images nécessaires à l'illustration d'un passage de ma vidéo, je vais la chercher sur la version standard au lieu de l'horrifique, et je ne la trouve pas. C'est en faisant des allers-retours d'une version à l'autre que je me suis rendu compte de l'étendue des écarts entre les 2 éditions. Je vous montrerai tout ça dans le chapitre des différences. Mais je vous préviens, ça contient du spoil. Je pense que c'est une idée de génie de la part de Marvel. Cela s'applique parfaitement aux récits plus sombres et plus violents. Il suffit simplement de faire rajouter quelques planches pour pouvoir toucher un plus large public. C'est tout bénef, puisqu'en plus, les collectionneurs achèteront les 2 versions, voire le
coffret collector avec toutes les deux dedans. Et les dessins se faisant maintenant numériquement sur tablette, ça représente beaucoup moins de travail supplémentaire pour l'artiste. Je pense que nous aurons le droit aux deux versions séparées dans un premier temps chez Urban Comics, mais que viendra par la suite, soit une version intégrale, soit un joli coffret avec les deux dedans. Peut-être une nouvelle façon de procéder, peut-être une nouvelle ligne éditoriale prometteuse, à voir ce que les lecteurs en feront. Nul ne sait comment c'est arrivé puisque tous témoins présents ont péri. Les faits connus sont que lors de l'entrée de l'astéroïde M dans l'atmosphère, il s'est embrasé avant impact, tuant Magneto. En mourant, il libéra la plus grande impulsion électromagnétique de toute l'histoire de l'humanité, plongeant l'intégralité de l'hémisphère nord dans le noir. C'était il y a 10 jours. Ça, c'est le point d'entrée qui permet de ne pas se demander pourquoi il est mort, Magneto. J'avoue que n'étant pas un fervent lecteur de la continuité, sans un petit rappel comme celui-là, je risque de me poser des questions à un moment donné. Et je m'en suis posé. Par exemple, je ne savais pas que Magneto était mort. Mais bon, en ignorance n'est pas le sujet. Wolverine est le meilleur dans son domaine, il le prouve, et Jonathan Hickman ici s'en est donné à cœur joie. Seulement voilà, pour ma part, il y a trop de choses qui m'ont vraiment donné l'impression que Jonathan n'a pas pris tant que ça le temps de se relire, ni lui, ni grand monde chez Marvel. Mais j'y reviendrai dans la partie spoil après le synopsis. Alors que Wolverine prend des vacances bien méritées, durant un séjour dans un lieu reculé au sein d'une tribu autochtone, leur rendant un petit service de dératisation, il se fait tout à coup emmerder par Nick Fury qui a besoin de lui pour sauver la moitié du monde qui reste encore à sauver, avant qu'elle ne soit plus sauvable, et qu'il n'y en a vraiment plus pour longtemps. Heureusement, pour sauver la moitié du monde, il reste aussi le Soldat de l'Hiver et Captain America. Wolverine ne sera pas tout seul. La mission consiste à s'emparer de la centrale nucléaire qui fonctionne encore dans le Tunguska, grâce au génie fou de Mastermind et de sa confrérie des mauvais mutants. En gros, puisque ce sont des grands méchants et que nous on est les gentils, c'est normal qu'on les bute et qu'on fasse le bien à leur place. C'est ricain, ça se tient. Alors, cette nouvelle alliance met au point une tactique pour affronter le maître des esprits quand même. Le gars, il entend tes pensées avant que tu les aies. À l'approche, les 3 derniers porte-avions volants de la flotte du Shield... les 2 derniers porte-avions... Sautez, bordel, sautez! Après le télescopage des 2 derniers porte-avions volants du Shield, nos héros finissent leur progression vers Mastermind à pied. Le petit groupe de super soldats du Shield et de super-héros progresse dans le désert arctique le plus discrètement possible. Cependant, les soldats se font zigouiller un à un et les héros capturés. Bon, vous y croyez si vous voulez, mais moi, j'ai vraiment du mal à gober qu'à la fois le Soldat de l'Hiver et Captain America se font coincer comme des bleus, et je ne parle pas de cuisson, en plus, de la même façon. Ceci étant le premier raccourci scénaristique que j'ai eu un peu de mal à avaler. Après, ils se mettent à 3 sur Logan. Voilà nos 3 compères solidement saucissonnés. C'est le moment des révélations. Mastermind, on savait déjà qu'il était derrière tout ça. Dent de Sabre et l'autre machin aussi. Même Deadpool, on l'avait deviné avec un peu de perspicacité. Mais Tintintin, nom de nom, Sam Merly Popette. En plus de ses compères vraiment très méchants, il y a l'un des plus grands X-Men. Comment caractérise-t-on un grand méchant? Eh bien, généralement, il a une grande idée pour l'avenir et est prêt à sacrifier une partie pour le bien général, qui souvent se trouve aussi aller dans son sens, et c'est tant mieux. Eh bien voilà que ce cheminement de pensée de Mastermind, Colossus l'habite. Oh non, pas lui. Bah si. Et pour aller au bout de son plan machiavélique, Mastermind a besoin de l'aide de nos 3 grands héros pour conquérir le reste du monde. Et pour s'assurer leur coopération, des explosifs ont été implantés dans leur abdomen. Comme ça, en plus de ressembler à des filets de bœuf, ils sont fourrés comme des dindes. Ouais, mais c'est mal connaître Bucky, et c'est sans compter sur le génial tacticien et fin stratège de Captain America. On fait quoi, Cap? Bah, on court vite. Bah ouais, mais ça c'était sans compter sur l'absence de finesse de Deadpool. Lui, ses plats favoris, c'est la viande cuite de l'intérieur. Boum et boum. Bah ouais, le récit tourne pas autour d'eux. Faut bien s'en débarrasser, sinon je sens qu'il va falloir 12 numéros et partir hors sujet. Alors t'emmerdes pas, Jonathan. Nettoie sa vite et bien. N'empêche, Captain America se faire avoir comme un bleu comme ça. Bah, ça non plus, ça passe pas trop, hein. Bon, il y en a un qui veut pas se laisser rôtir, mais malgré ses tentatives, boum. Et voilà que tout notre petit groupe de méchants qui se sont bien fait chier pour implanter des explosifs dans les torses de nos 3 héros dans l'espoir de les contrôler, sont pleinement satisfaits que leur plan n'ait pas du tout fonctionné. Alors ils quittent les lieux du crime, heureux comme tout, laissant de la viande de Wolverine hors du congélateur. Bordel de fuck! Mais qui n'est pas encore au courant que la bête est immortelle? Non, là franchement ça coagule pas beaucoup dans la tête de Hickman. Je suis désolé, mais ça colle pas. Ils sont vraiment trop cons ces méchants. Et ce qui devait arriver arriva. Du gore inversé avec de la barbaque de Wolverine reconstituée. J'ai envie de dire qu'en barquette de supermarché, la viande de Wolverine, c'est ni du label rouge, ni du bio.
Voilà, le numéro 1 s'achève, ne laissant aucun doute sur ce qui va suivre dans les épisodes suivants. En même temps, c'est dans le titre. Après s'être fait défoncer par ce petit groupe de salopards, il revient les buter tous un par un dans un déluge de tripes et de steak tartare à faire partir en croisade un wokiste vegan contre les éditions Marvel. Vous avez maintenant le minimum nécessaire pour savoir où vous mettez les pieds. Alors, si vous voulez garder intacte votre expérience de lecture, je vous invite à arrêter ici votre visionnage. C'est à double tranchant. Soit vous en savez trop, soit pas assez. Pour ceux qui veulent zapper le repas, on se retrouve à la fin. Pour les autres, lavez-vous les mains, on passe à table. Alors d'abord on pleure les morts, puis on envoie le message clair au cas où il y aurait des simples d'esprit dans le lectorat Marvel. Mais qu'est-ce que tu comptes faire, Wolverine? Il est con, Nick Fury. Bref, un par un qui vont se faire découper en mode charal. Mastermind. Comment faire pour l'empêcher de rentrer dans la tête de la bête? En récupérant le casque de Magneto qu'il a encore sur lui, enseveli dans le cratère généré par le crash de l'astéroïde M, bien sûr. Après que les fanatiques de Magneto aient entièrement récupéré les débris du météorite, sans même chercher la dépouille de leur dieu. Là encore, j'ai du mal à admettre une telle improbabilité. Après s'être infiltré dans la ville entièrement manipulée psychiquement par Mastermind, Wolverine arrive au pied du maître des esprits sous une capuche pour qu'encore une fois les moins perspicaces des lecteurs soient émerveillés par la surprise, qui n'en est absolument pas une, de voir Wolverine coiffé du casque du maître du magnétisme. Bon, j'avoue, ça fait son petit effet, mais non seulement on s'y attend, mais pire encore, comment Mastermind ne s'en est pas rendu compte? Il aurait dû très rapidement réaliser qu'il n'avait aucune emprise, non? Cette séquence ne colle pas. Y a que moi que ça dérange? Mis à part ça, le M de Magneto sur le casque tourné à 180 degrés pour devenir le W de Wolverine, ouais, c'est sympa. Dents de sabre. Ce qui m'a plus fortement perturbé est que j'ai beau ne pas être un expert en mécanique, encore moins en moto, il me semble que c'est la roue arrière qui est motorisée, non? Dans cette séquence qui aurait dû être sympathique, ça colle pas non plus. Quant à la méthodologie utilisée pour rendre Dents de sabre mortel, c'est encore une fois un raccourci scénaristique beaucoup trop facile et peu convaincant à mon goût. Il va en falloir de la moutarde pour avaler de la viande de Dents de sabre. Forge, le mutant super intelligent, capable de fabriquer un portail vers les multivers avec un trombone et un rouleau de scotch. Ah non, pardon, ça c'est MacGyver. Bref, Forge a trafiqué le phare de la moto de Wolverine et il suffit d'arroser Dents de sabre avec sa lumière pour annihiler ses pouvoirs d'auto-guérison. Ouais, c'est encore un grand bof pour moi ça. La petite séquence avec Deadpool est tout juste sympathique. Je ne m'attarderai pas dessus. Ouais, c'est un bon moment entre les deux. Pour ce qui est du dernier, Colossus, j'avoue avoir eu encore un peu de mal à voir Wolverine tailladé dans le colosse de métal comme dans du beurre. On y croit à peine. Si c'est si facile, je ne pense pas que Piotr Rasputin se serait livré à un tel combat. Voilà pour les aberrations et les points qui me semblent absolument incohérents dans ce récit. Après, les dessins qui sont pour moi le gros point positif de ce récit, voici le second qui est un choix osé mais assumé par la Maison des Idées, qui est de publier deux versions quasiment identiques, avec cependant des pages différentes, voire supplémentaires, d'une version à l'autre, pour pouvoir satisfaire le vieux lectorat qui veut son Wolverine trash, sans pour autant défavoriser le jeune public qui vient du grand écran. De plus, cela permet de jouer avec différents types d'éditions, les collectionneurs vont se jeter sur les impressions limitées et autres coffrets collector. Dans ce paragraphe, je vais vous présenter toutes les différences entre la version soft, façon de parler, et la version gore. Tout commence par la couverture. Le premier numéro nous présente un Wolverine dans la gueule d'un dinosaure. Déjà, la version soft nous montre clairement que Wolverine ne s'est pas improvisé dentiste pour monstres préhistoriques et n'est pas là pour faire un détartrage. Mais remarquez la différence de teinte avec la version gore. Ah non, c'est plus du suc gastrique qui coule le long du bras de Wolverine. On est passé d'une teinte dominante bleu-verte à une bien rouge, la tête du monstre tout ensanglantée avec des projections un peu partout sur le costume du héros. Les couvertures de chaque chapitre présenteront les mêmes caractéristiques et seront également accompagnés d'une version horror qui reprend les codes des vieux comics d'après-guerre, histoire d'offrir une troisième option d'achat pour les collectionneurs. Chaque chapitre de la version gore a le droit à son petit lot de suppléments. Dans le premier, ça commence avec la séquence d'ouverture sur le combat entre Wolverine et le dinosaure. Dès le départ, on comprend que ce n'est pas simplement un jeu de couleurs, mais bel et bien une planche complète dessinée 2 fois, avec des modifications importantes. Tout ça pour ne pas froisser un lectorat de wokistes vegan qui fantasme secrètement sur un plat de tripes à la sauce barbecue. En fait, tout cela donne juste envie de voir toutes les différences. Je le répète, c'est finement joué de la part de Marvel. On enchaîne avec la fin du chapitre, le moment qu'on attend, la séquence régénérative de Wolverine, où les cases ont été carrément changées pour arriver sur un plan rapproché, lui aussi différent. On dirait moi avant et après mon café du matin. La conclusion du premier volume finit sur une image de pleine page supplémentaire pour la version gore. Voilà, qu'est-ce qu'on aime voir notre Logan traverser les pires souffrances. Bon,
On s'est clairement pas fait chier pour la couverture du volume 2. Le fond rouge et les éclaboussures de sang sur le costume de Wolverine et le tour est joué. Durant le combat contre Mastermind, la seule différence est cette page supplémentaire, dans laquelle Wolverine exhibe la tête du méchant aux villageois franchement libérés de son emprise psychique. Puis arrive le combat contre Dents de Sabre, où clairement, la violence de la version gore arrive à son taux d'hémoglobine la plus élevée. Voyez déjà la différence de teinte entre les deux planches et la quantité de sang supplémentaire. Sur cette case, la mâchoire de Wolverine est carrément disloquée, alors qu'elle est toujours en place dans la version soft. Tout ce travail est clairement réalisé numériquement, permettant de ne pas avoir à redessiner les images similaires. Vous imaginez le travail? Sur cette planche, la mâchoire de Wolverine pendouille sur chaque case, ce qui n'apparaît pas dans la version soft. Nous avons même carrément le droit à une séquence supplémentaire durant cette scène de combat. Sur la couverture du volume 3, même esprit, d'une bataille dans la neige, on passe à un combat sanglant où Wolverine crache du sang. Les deux différences majeures étant 2 pages supplémentaires, l'une à la fin de l'affrontement avec Deadpool, l'autre à la fin de celui contre Colossus, histoire de donner un os à ronger aux lecteurs qui auront fait l'effort de garder leur repas bien calé au fond de leur estomac. Ceci conclut mes trouvailles sur Wolverine Revenge, et j'avoue avoir été surpris par cette ligne éditoriale qui ne manquera pas de séduire un grand nombre de lecteurs, pas trop regardant sur le fond, mais plutôt sur la forme, et Marvel s'est donné les moyens d'avoir de la matière pour jouer avec les formats de parution. Sur les 3 issues publiées jusque-là, l'histoire semble avoir trouvé son dénouement. On reste donc un peu perplexe quant à ce qui pourrait bien se passer dans le prochain numéro. La seule chose de révéler étant la couverture qui laisse présager que du temps a passé vu la barbe de Logan. Je continuerai certainement à lire la suite numériquement au cas où Jonathan Hickman nous réserve un superbe retournement de situation et un twist final comme il en est capable. Mais si ce n'est pas le cas, pour ma part, je n'achèterai pas la version française car je n'ai nullement l'envie de relire ce récit qui, à part sa qualité des dessins et le fait que ce soit un récit hors continuité, ne m'a pas convaincu plus que ça. Je me suis fait avoir par le fait que Jonathan Hickman soit aux commandes, puisque j'avais adoré son House of X, Power of 10. Sa construction narrative, son idée de départ m'avait vraiment scotché, alors que je lis très peu de X-Men. Ce qui m'avait poussé à acheter Black Monday Murders, que j'ai dévoré, juste très déçu que la suite ne vienne pas. Après coup, je me suis emparé de East of West, et je dois l'avouer, je ne me précipite pas pour finir. Il me reste le 3e volume à lire, depuis plus de 2 mois. Bien trop vite écrit, plein de raccourcis peu convaincants, Wolverine Revenge est une œuvre qui se consomme comme un burger de fast-food, vite lu, vite oublié. Certes, un moment pas désagréable grâce au talent des artistes surtout. Son seul véritable atout éditorialement parlant, c'est ce choix de publier 2 versions similaires avec une sorte de version longue ou Director's Cut, qui forcément augmentera les ventes grâce aux collectionneurs et qui pourra éventuellement ressortir sous une version collector dans un avenir plutôt pas trop lointain que pas beaucoup plus proche. Pour ma part, c'est niet, même pas en version nomade, puisque j'ai la chance de parler couramment anglais et d'avoir pu le lire en ligne. Ça suffit bien comme ça de dépenser puis être déçu. En plus, ça prend de la place sur mes étagères, et j'en arrive bientôt à bout. J'espère ne pas vous avoir trop dégoûté avant lecture, mais pour moi, c'est comme un sandwich McDo. On n'ouvre pas une bonne bouteille de rouge avec. Une lecture jetable, histoire de faire passer le temps. Et éventuellement passable pour un format nomade, mais vraiment pas plus. À lire en vacances, lorsque le temps est à l'orage et qu'il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Si mon contenu vous a plu et si vous appréciez mes vidéos en règle générale, vous pouvez cliquer ici bien sûr, et aussi là. Ça ne vous coûte pas grand chose. Vous vous assurez d'être notifié lors de mes parutions irrégulières et vous aidez ma chaîne à progresser et faire en sorte qu'elle devienne plus accessible aux autres. D'avance merci pour ce petit geste, et d'ici notre prochain rendez-vous, prenez le temps de lire éventuellement autre chose que Wolverine Revenge, et lisez autre chose en prenant votre temps.